Dernier rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. La Cour constitutionnelle a rendu ce vendredi 7 juin 2019 les décisions DCC concernant les recours contre des candidatures à la Haute Autorité de l'Audiovisuel AC. Les détails des délibérations vous seront livrés au cours de ce journal. Démentir l'information selon laquelle une cinquantaine d'universités sont en passe d'être fermées bientôt au Bénin constitue la substance du propos du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodjia Mouzouvi, au cours d'un entretien hier jeudi 6 juin 2019. Toutes les précisions de cette rectification dans un instant. Au programme du numéro 235 du Café Média Plus de ce vendredi, deux causeries dont la deuxième a successivement été animée par les candidats Franck Pocheme et Basile Chibozo, représentés par Michel Aono. À suivre dans le développement de ce journal les projets de chacun d'eux pour la 6e mandature de la HAC. La Cour constitutionnelle a rendu ce jour les décisions DCC concernant les recours contre des candidatures à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Djogwenou. Il est au micro de Marcel Fondji. Considérant qu'en réponse, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication déclare que pour n'avoir pas démissionné de leurs fonctions courant décembre 2018, les requis ont violé l'article 41 du Code électoral qui exige d'eux de démissionner de leurs fonctions 6 mois au moins avant la date du scrutin. Que s'agissant de la participation de ces représentants à la Commission électorale autonome, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ne saurait objecter que leur exclusion constitue une violation de règles formellement établies. Considérant que messieurs Franck Pocheme et Basile Chibozo font valoir que depuis 2004, les différents actes devant régir l'organisation des élections des représentants des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont été toujours pris par cette Assemblée spéciale, qu'ils y ont siégé en qualité de président et de vice-président jusqu'à leur démission le 1er avril 2019, que par ailleurs, avant chaque élection des représentants des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'Assemblée spéciale a toujours édicté ou modifié le code électoral pour tenir compte des circonstances ou situations nouvelles dans le secteur des médias, qu'il en a été ainsi, notamment des élections de 2004, 2008 et 2014, que l'Assemblée spéciale procède également à chaque élection à l'évaluation de la situation en tenant compte des moyens financiers disponibles avant de prendre des décisions. Qu'il ajoute que, suivant l'article 97 du Code électoral de 2019, seuls les candidats peuvent exercer un recours contentieux électoral et incidemment un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, alors que M. Médis Agbeunko n'est pas candidat. Il y a donc lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité. À la faveur d'un entretien avec certains acteurs du secteur de l'enseignement supérieur béninois et de la presse, Dodjia Mouzouvi, directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, a démenti formellement l'information selon laquelle la fermeture d'une cinquantaine d'établissements privés d'enseignement supérieur serait prévue pour bientôt. Selon lui, il s'agit plutôt d'une vieille information réchauffée par certains médias. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre le professeur Dodjia Mouzouvi. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. En fait, l'information, elle est ancienne, c'est une vieille information. L'information est issue de la première édition des agréments. Vous le savez, lorsque la commission a fini de travailler, il y avait 50 établissements privés d'enseignement supérieur qui ont été épinglés et qui, pour des raisons de non-fonctionnement ou des raisons diverses, devraient être fermés. Mais la liste qui avait été publiée l'année dernière, c'était une liste provisoire. Donc, les établissements privés ont eu le temps de réagir et tout. Maintenant, le travail des réclamations a été fait et définitivement, c'est vrai que les résultats de la première édition deviendront définitifs et les arrêtés seront pris pour la fermeture de ces 50 ou ces 48 établissements privés d'enseignement supérieur. Et ça, c'est les résultats de la première édition.
À l'issue du processus de la deuxième édition, de nouveaux établissements seront encore fermés. Puisque les résultats ne sont pas encore là, je ne peux pas encore me prononcer et savoir qui sera fermé, qui ne sera fermé. C'est le résultat des travaux en commission et des travaux de la session du Conseil consultatif national qui fixera et dégagera les établissements agréés, les établissements à ouvrir, les établissements à fermer. Restons avec le professeur Dodjia Mouzouvi, le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, a également rencontré les sommités du secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin dans la soirée de ce jeudi à Cotonou. Une réunion des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur dont l'objectif était de leur expliquer de long en large la réforme de fusion des établissements privés d'enseignement supérieur. Lancée avec un délai de 3 mois pour s'y conformer, cette réforme permettra aux établissements privés d'enseignement supérieur dans l'incapacité de respecter strictement les tests de fondre pour renaître avec d'autres afin d'être plus solides et efficaces. Pour plus d'explications, suivons le professeur Dodjia Mouzouvi. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. À l'initiative des promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, initiative qui a rencontré l'adhésion du ministère, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour enclencher un processus que je peux qualifier d'ultime dans la vie des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin, que je peux qualifier de structurant, que je peux qualifier de fondamental, en ce sens que les réformes engagées depuis 2016 ont atteint leur vitesse de croisière et ont amorcé légèrement la descente. Alors, quand il faut récupérer toutes ces réformes, les résultats doivent pouvoir tenir la promesse des fleurs. Et pour cela, différentes options sont envisageables par les acteurs en présence. Et l'option la plus humaine, la plus humanisante et la plus gérable pour tout le monde aujourd'hui, c'est l'option que les tests nous donnent. C'est l'option que le bon sens nous donne. C'est l'option que la légitimité nous donne. C'est l'option que la cohérence nous donne. Parce que si on applique les tests en l'état, nous allons fatalement nous retrouver dans une situation où beaucoup d'établissements privés d'enseignement supérieur se verraient leur autorisation d'ouverture retirée purement et simplement parce qu'ils auraient travaillé pendant 4 ans, ils n'auraient pas passé l'agrément. Et pour ne pas en arriver à cette application pure et dure des tests, nous avons eu la possibilité, avec les tests en vigueur aujourd'hui, d'aller vers une fusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, si un établissement privé d'enseignement supérieur se reconnaît un certain nombre de défis difficiles à relever seul, l'État lui donne la possibilité de fusionner avec un autre qui a les mêmes problèmes que lui pour qu'à 2, à 3, à 4, ils deviennent plus forts. En ce moment, 4 établissements deviennent un seul. Ce seul devient plus fort et évite le naufrage ou évite le retrait de l'autorisation d'ouverture aux 4. De la même manière, un établissement qui est déjà suffisamment fort peut devenir excellemment fort en prenant avec lui des gens moins forts que lui. Donc en fusionnant avec d'autres, il devient encore plus fort. Donc c'est ouvert aussi bien aux établissements agréés qu'aux établissements aujourd'hui ouverts, mais qui peut-être courraient le risque de se retrouver purement et simplement fermés à l'issue du processus de la deuxième édition des agréments. C'est donc pour éviter ça que l'option d'humaniser l'application des tests a été prise. Il a été donc question de soumettre aux établissements privés d'enseignement supérieur la manifestation de l'intérêt. Oui, moi j'ai intérêt, l'idée n'est pas saugrenue, l'option pourrait être utile, je m'engage, voici mes motivations. Une fois qu'un établissement le dit, on lui donnera un délai. Au cours de ces délais-là, il va mettre en place les meilleures modalités que l'État va encadrer pour qu'au bout du processus, il redevienne à l'État beaucoup plus fort. L'avantage, c'est que nous aurons des établissements privés d'enseignement supérieur de plus en plus forts, des établissements privés d'enseignement supérieur de plus en plus costauds, des établissements privés d'enseignement supérieur de plus en plus en phase avec les tests qui les régissent et le rétrécissement
la panoplie de la grande masse d'établissements privés que nous avons aujourd'hui fera que le ciel va s'éclaircir davantage, l'État pourrait davantage accompagner le peu d'établissements privés d'enseignement supérieur qui, par ailleurs, pourraient être des géants, pourraient être de partenaires sérieux, davantage sérieux vis-à-vis de l'État pour l'éducation des enfants. Donc, c'est une opportunité qui est offerte aux EPES qui le souhaitent, qu'ils soient agréés ou non, afin que demain soit meilleur pour la République, pour les EPES, pour les enfants de la République et pour tout le monde. Cela dit, si l'établissement privé d'enseignement supérieur estime qu'il pourra régler ses propres défis, il pourra corriger et renforcer ses faiblesses, libre à lui. S'il les corrige et s'il se met en phase parfaite avec les tests, bingo, il n'y a pas de problème. La fusion n'est pas obligatoire. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un malgré lui. La fusion, elle est libre. C'est celui qui veut qui fusionne avec les autres. Et les modalités de cette fusion-là, c'est encore eux qui les trouvent. La fusion peut être l'absorption. La fusion peut être la mise en place d'une équipe où les anciens promoteurs deviennent des associés, où ils ont une administration indépendante, etc., etc. Mais ce que l'État ne va pas accepter, la fusion ne sera pas un nouvel syndicat ou une nouvelle conglomération des anciens promoteurs qui vont rester en l'État et vont juste saupoudrer ou juste vernir l'affaire pour dire nous sommes devenus. Non, quand on fusionne et on devient un. Ce un peut garder un ancien nom, comme il peut avoir un nouveau nom complètement. Mais ce qui est sûr, dès que vous fusionnez, les anciens arrêtés sont abrogés, un nouvel arrêté est pris pour mettre tout le monde ensemble avec la nouvelle désignation. Nous leur avons donné jusqu'au 10 juin pour que les manifestations d'intérêt arrivent. Le 15, la première réunion de ceux qui auraient manifesté ces intérêts se tiendra. Donc, du 15 juin au 15 septembre, soit 3 mois sera accordé aux établissements privés d'enseignement supérieur, au cours desquels ils mettront en place les modalités pour leur fusion. À la fin de ce délai, nous sommes déjà à la porte de la nouvelle rentrée et l'État avisera sur la base des propositions qu'ils feront à l'État. L'une des deux causeries du rendez-vous hebdomadaire du Presse Club Café Média portait sur la présentation des ambitions des candidats pour la 6e législature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. À cet effet, les candidats Franck Kpocheme et Basile Chibozo, représentés par Michel Aono, ont dévoilé les ambitions et les défis qu'ils nourrissent pour la prochaine mandature. Ils sont au micro de Anifat Boukari et de Jeff Terungue. Le candidat Basile Chibozo, en postulant pour aller à la HAC, estime que la carte d'identité du professionnel des médias, à savoir la carte de presse, est en souffrance sur 2 aspects, par rapport à sa délivrance, par rapport à son renouvellement et par rapport aux avantages liés à sa détention. Je vous rappelle au passage qu'en 2012, le président Yaïbouni avait déjà pris un décret en Conseil des ministres sur la base de certaines propositions que nous avions faites à l'époque au niveau des associations professionnelles pour ce qui concerne les avantages liés à la détention de la carte de presse. Ce qui veut dire que nous devons travailler à la mise en œuvre effective de ces décrets. Par la suite, nous avons estimé que ce qui avait été mis dans ce décret par rapport aux avantages n'était pas suffisant. Mais il se fait que même ce que nous avons dit que ce n'est pas suffisant n'est même pas appliqué. Donc il est question aujourd'hui de dépoussiérer les choses et de mettre en application ce décret. Pour ce qui concerne la délivrance de la carte de presse, il y a au niveau de la HAC le comité technique de la carte de presse qui est une commission qui se charge de l'étude des dossiers d'attribution ou de renouvellement de la carte de presse. Mais il se fait que ce comité ne siège pas régulièrement, soit par faute de moyens, soit pour d'autres raisons, mais nous estimons que Basile Chibozo à la HAC fera en sorte. Parce que pour faire cela, on n'a pas besoin de recevoir de la pression de la part des politiciens. Et pour faire cela, je pense que nos représentants, que ce soit presse écrite, audiovisuel, technicien, ne peuvent pas se faire influencer par les politiques qui seront à la HAC, parce que là, il s'agit des chantiers qui concernent les professionnels des médias. Et ça fait partie des chantiers sur lesquels la HAC, en tant qu'institution chargée de la régulation des médias, est appelée à travailler.
Donc, il faut faire en sorte que le comité technique de la carte de presse siège régulièrement et mettre en place un dispositif qui permette le renouvellement automatique de la carte de presse. Il s'agit de quoi? Je donne un exemple qu'on peut mettre en place un logiciel qui permette de disposer d'un répertoire de tous ceux qui ont déjà reçu la carte de presse au moins une fois sur la base d'un dossier qui a été validé déjà au niveau des études. Si vous l'avez déjà une fois, les autres fois que vous demandez, il s'agit d'un renouvellement. Si votre carte de presse expire aujourd'hui, le logiciel signale que la carte de presse de Hervé Khessou a expiré aujourd'hui. Demain, s'il se présente à la HAC, il pourra retirer une carte de presse qui sera encore valable pour 3 ans. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est quoi? La carte de presse expire. Parfois, j'ai des confrères qui ont gardé des cartes de presse expirées sur eux au devoir d'eux pendant 2 ans. Parce que le comité n'a pas siégé, on n'a pas fait appel à candidature pour renouvellement, donc il attend. Effectivement, je suis candidat parce que j'ai déposé mon dossier qui a été validé. Et même si nous sommes dans une procédure devant la Cour constitutionnelle et nous attendons le délibéré qui ne tarderait pas, pour être sûr de tous, je suis candidat et ma motivation vient simplement du fait des rapports, bons ou mauvais, que tout bon président de la fêtière, une fêtière comme l'UPMB, doit avoir avec l'institution de régulation qu'est la HAC. Les défis de la prochaine mandature. Et le défi premier, c'est la question de la promotion de la liberté. La liberté de presse a été quelque peu menacée ces derniers temps dans notre pays. Et il est important que nous puissions trouver la formule qui nous permette d'aller à la répression éventuellement seulement dans les cas extrêmes. Vous voyez, lorsque nous prenons le cas des organes qui ont été fermés récemment, nulle part n'a été observé l'échelle des sanctions. À savoir, il faut avertir, il faut prévenir, il faut blâmer, et que la suspension ne pourra être que vraiment lorsqu'on est en phase de récidivisme. Nous n'avons pas eu de récidivisme, nous n'avons pas eu la preuve de ce que les organes fautifs là étaient récidivistes. Donc, en prenant des décisions aussi extrêmes, on a violé le code de l'information et de la communication, on a violé la loi organique, et il est important que la première mandature travaille à ne plus violer les tests, mais plutôt à les décortiquer, à prendre toute la responsabilité, toutes les mesures qui s'imposent pour permettre de faire profiter à la corporation les bonnes dispositions contenues dans ces différents tests. Après la liberté, la question de la liberté, il y a la question de la carte de presse. Vous voyez, il est important que nous puissions sortir même la carte de presse de notre processus électoral. J'ai été l'auteur de cette réforme, mais je n'en suis pas satisfait aujourd'hui. Et je voudrais, ça ce n'est pas le rôle des médias, de la HAC, c'est le rôle des associations, puis c'est les associations qui, à travers le code électoral, ont introduit il y a 5 ans, en 2014, la carte de presse dans le processus. Il est important aujourd'hui de sortir la carte de presse pour lui donner tout ça, pour éviter qu'on ne mêle cet outil qui doit rester sain aux débats électoraux. Les débats électoraux ne sont pas toujours sains. Et toujours parlant de la carte de presse, pour ce qui est de la HAC, c'est de pouvoir l'attribuer systématiquement désormais. Ça ne coûte rien, au contraire, ça limite les charges. Parce que lorsqu'on a un appel à candidature, c'est qu'il faut aller clôturer, il faut mobiliser du personnel dans toutes les annexes de la HAC du Bénin. Donc il faut envoyer les gens pour aller. Donc, je crois qu'on peut arrêter ça maintenant et avoir une autre approche qui va consister à laisser les problèmes des médias aller librement déposer leur dossier pour demander le renouvellement de leur carte ou pour se faire attribuer. Lorsque vous venez de l'université, vous avez fini de faire vos 3 ans, vous avez fini de faire les 2 ans de stage, vous remplissez, vous lisez l'adhésion portant conditions de délivrance de la carte de presse. Si vous voyez que vous respectez les conditions,
pour dépôt de votre dossier. Dans tous les cas, même quelqu'un qui ne respecte pas, il peut déposer, il revient à la commission d'être vigilant et surtout à la commission de publier la liste provisoire pour permettre aux présidents des médias de réagir, vous voyez, de réagir, de contester éventuellement pour qu'au finish, la liste soit vraiment saine. Les étudiants en fin du cycle de licence de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont planché à Cotonou les 5 et 6 juin dernier. Les étudiants du campus de Parakou ont également fait cet exercice au siège de Cotonou. Quelques-uns au micro de Carles Kitome rappellent les contours de leur expédition. Je viens de soutenir en licence professionnelle et je suis en GMP, en gestion des marchés publics. J'ai fait ESAE Parakou. Je suis étudiante en 3e année de marketing à ESAE Parakou. Je viens juste de finir ma soutenance. C'était pas mal, tout s'est bien passé avec les reproches des membres du jury. On pense améliorer le mémoire et après déposer. J'ai eu une mention assez bien. Vu que le maître mémoire était ici et qu'on devait déposer les mémoires ici. Alors on est venu travailler avec le maître juste une semaine avant les soutenances. C'est un peu ce qui a fait, et nous on était à Parakou, c'est un peu ce qui a fait que le travail n'a pas vite évolué. Il faut noter aussi qu'hier les soutenances ont démarré à merveille. Les membres du jury aussi ont fait leur travail comme convenu. Ce matin, nous avons également enchaîné avec les soutenances, d'où nous-mêmes on a eu à soutenir ce matin. Et on remercie tous les membres du jury d'avoir travaillé avec nous, les maîtres de mémoire et des stages aussi également, qui ont contribué de 1000 manières pour la réussite de cette soutenance. Selon moi, ESAE est une bonne école parce que tout d'abord, lors des soutenances, il y a certains invités qui d'abord ont apprécié les membres du jury. Parce qu'à Parakou, dans toutes les écoles, les soutenances ne se passent pas comme ça. En 1h30, c'est au plus 45 minutes, 30 minutes, la soutenance est terminée. Donc ici, les choses ne se sont pas passées comme ça. Il y a eu beaucoup de perfection que dans les autres écoles. Également candidats à l'examen national de licence, les étudiants résidant à Parakou sont contraints de rester à Cotonou afin de peaufiner leur préparation en harmonie avec leurs pairs. Ils nous dévoilent l'organisation de leur prise en charge. Notre arrivée ici, on ne s'est pas installé dans l'école, donc on se déplace souvent. Le maître mémoire nous programme et on vient souvent faire le travail. Vivre en communauté, c'est pas mal. Tout se passe bien, comme à la maison. Il faut noter que la fois passée, le lundi passé, nous avons quitté Parakou avec tous les tracasseries d'ailleurs. Et arrivé à Cotonou, il a fallu qu'on s'installe. Une fois hébergé dans l'école, le soir, nous avons décidé d'aller en groupe chercher de quoi mettre dans la bouche. Mais le constat qu'on a fait sur le terrain est que vraiment la nourriture est très très chère ici, comparativement à Parakou. Donc, pour le voyage, on s'est associé à raison de 5 000 francs par étudiant. Et une fois reçu les sous, moi qui suis le délégué, j'ai collecté les fonds auprès des étudiants et j'ai eu à négocier un bus. Et le bus nous a amenés jusqu'à Badjiromede ici. Pour l'hébergement, nous avons d'abord, j'ai eu à solliciter l'aide du fondé qui nous a donné, disons, 5 chambres. C'est un local, on a hébergé les hommes dans 3 locaux. Et les jeunes filles dans 2 locaux. Présentement, nous sommes un peu entassés, mais je crois qu'avec les manières des étudiants, on se comprend mieux comme ça. Notre restauration, c'était prévu que nous allons nous associer par affinité pour préparer chaque soir. Mais malheureusement, les bus ont refusé de prendre les gaz. Présentement que je vous parle, les gaz sont à ESAE Parakou.
Nous avons près de 15 gaz qui ont été rejetés là-bas. D'autant plus que les bus ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre les gaz. Présentement, nous sommes en train de prendre quelques sous pour aller au marché Tokpa et voir s'il aura la possibilité de prendre les préportes et les gaz également pour la suite des jours qui viennent. Parce que nous avons jusqu'à 1 mois ici à Bedjiro-Médé. Pendant tout ce temps, nous allons commencer les études d'ici peu. Et je crois que si j'ai la bonne mémoire, le lundi, nous allons commencer les TD. Donc ce soir, les étudiants vont se reposer. Dès demain matin, je vais informer chaque étudiant à retourner dans les cahiers pour commencer les études afin de faire face à l'examen national qui tend à l'horizon. À présent, la page sport de cette édition. Les championnats nationaux de première et deuxième division abordent leur avant-dernière journée ce week-end. Le 37e acte de la saison est tout aussi décisif en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Dans la course à distance pour le titre en première division, Béké FC 2e se déplace à Jean-Pierre Gascon pour affronter la jeunesse sportive de Pobet JSP. Le leader Buffle FC effectue également un déplacement périlleux à René-Pleven pour s'opposer à la jeunesse athlétique de Cotonou, un club en difficulté dans le bas du classement. À suivre aussi le duel des mal classés entre Dynamo Dahomey 17e et Avrankou Omnisport 14e à Zakota. 3 points séparent les deux équipes. Les protégés de Moukaïla Yessoufou bénéficieront certainement une fois encore du soutien du maire Dahomey Blaise Aranzo Glele. Le premier citoyen de la ville historique s'est en effet déplacé le dimanche dernier à Missirité pour soutenir son équipe. J'aime beaucoup le sport, le football surtout. Et mon équipe est en première division, mais il s'est fait qu'elle se trouve dans une situation très difficile actuellement. Donc l'autre semaine, j'étais déjà à Zakota, on menait à 2-0, mais vers les dernières minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis on nous a battus 3-2. Alors aujourd'hui, je ne suis pas découragé, j'ai dit je viendrai ici toujours pour les soutenir, parce qu'il faut que Dynamo reste en première division. C'est fondamental pour nous les Dampomènes et c'est fondamental pour moi le maire Dahomey. Et je pense que je suis venu pour leur dire bravo de ne pas se décourager, que tout est possible encore. Il faut qu'ils se battent jusqu'à la dernière goutte de sueur pour ramener vraiment cette victoire aujourd'hui aux Aboméens, aux Dampomènes. Voilà. Je dis d'abord aux jeunes d'Abomey, ceux qui sont là, de soutenir leur équipe, ceux qui sont à Abomey, d'être devant leur écran et de toujours soutenir l'équipe. Et je dis aux jeunes ici, les joueurs, de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir peur, de jouer, de donner tout leur talent pour que ce soir on puisse rentrer à Abomey avec cette victoire. Aujourd'hui, les joueurs ici, ils sont là, les joueurs. Pour précision, Dynamo a battu Aema grâce au splendide but de Florent Ouedraogo. Eusaïe Football affronte les Panthères de Djougou dans le entre d'Atchoukouma. Le club universitaire est déjà assuré de rester dans l'élite la saison prochaine. En Ligue 2, Ruel Sport de Parakou et Dynamo de Parakou co-leader reçoivent demain au stade municipal de la cité des Kobourou, Mambanois et Dadje FC. Espoir de Sabalou, 3e, sera l'hôte de son poursuivant immédiat, Ojo FC de Komé. Dans la lutte pour le maintien, Dynamique FC de Djougou et Delta FC de Glazoué croisent les crampons au stade d'Atchoukouma de la cité des Pétoni. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition entièrement préparée par l'ensemble de la rédaction de ESAE TV. Bon week-end à chacun et à tous.